Madame, Messieurs, bonjour. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous en avons parlé, nous en parlons et nous continuerons toujours d'en parler jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Et pour aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de parler des combats signalés depuis mardi 8 avril 2025 dans plusieurs villages du Sud Kivu opposant les Wazalendo aux éléments du Twirwaneho. Les Twirwaneho, c'est un mouvement qui est donc réuni dans les Sud Kivu. Nous sommes à Minembwe. Pour en parler, nous avons invité pour vous Monsieur Nikez Kibelbel, lui qui est notre consultant en matière de communication. Il est notre consultant également en matière de défense et sécurité. Monsieur Nikez Kibelbel, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous aussi. Nikez, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission. Nous parlons de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, très précisément ce qui s'est passé hier. Donc aujourd'hui, je suis donc en train de parler d'aujourd'hui 9 avril 2025 et hier 8 avril 2025 au Sud Kivu, nous sommes à Minembwe. Dites-nous d'abord l'analyse que vous soulevez. Oui, merci beaucoup de la préoccupation, de la question. Et pour situer les téléspectateurs, les internautes, il faut dire que les Twirwaneho et les Ngumino, c'est des milices, ou si vous voulez, des milices communautaires qui appartiennent à la communauté Tutsi, ou qu'on appelle communément Banyamulenge. Ils sont là, ou elles sont là, selon leur entendement, pour la protection de leur communauté. Alors, ces milices-là, les combats sont récurrents là-bas. Et aujourd'hui, comme vous le dites, aujourd'hui, 9 avril, ils se sont affrontés au Wazalendo. Wazalendo, c'est aussi des milices ou des groupes armés locaux, communautaires, qui aujourd'hui se présentent en défenseurs de la patrie. Et ils accompagnent les FARDC. Quand nous ouvrons la parenthèse, les Ngumino et les Twirwaneho sont soutenus par le Rwanda. Ça, tous les rapports des Nations Unies le disent. Ils reçoivent armes, munitions et équipements du Rwanda. Donc, pratiquement, c'est le même scénario, c'est le même paysage qui se dessine. Nous avons d'une part le Wazalendo soutenu par les FARDC ou qui appuie les FARDC, et nous avons de l'autre part ces milices Banyamulenge qui sont soutenus par le Rwanda. Donc voilà un peu ce que nous pouvons donner dans un premier temps comme un tableau. Voilà, merci de donner d'abord l'aperçu du sujet, tout le monde déjà a compris. Dites-nous maintenant la première question dans cette émission Nikez. Quelles sont les principales différences stratégiques entre les affrontements au sud de Minembwe et ceux du M23 au nord Kivu? Alors, il n'y a pas à proprement parler de grandes différences. Les grandes différences, ou la grande différence, c'est que au nord Kivu, le M23 AFC soutenu par le Rwanda s'affronte au FARDC appuyé par le Wazalendo. Donc, au nord Kivu, nous avons la RDF, le M23, l'AFC, ils forment un front commun contre les FARDC et les Wazalendo. Par contre, au sud Kivu, notamment à Minembwe, il y a une autre dimension qui s'ajoute. C'est les Red Tabora, qui sont c'est un groupe armé burundais qui s'oppose au pouvoir burundais actuel et qui est aussi soutenu par le Rwanda. Donc, au sud Kivu, nous avons une milice burundaise, des milices Banyamulenge et nous avons le M23 FC et le Rwanda. Donc, il y a une augmentation d'acteurs du conflit par rapport au Nord Kivu. Mais, de point de vue stratégique, pratiquement c'est le même combat, sauf qu'aussi, au Sud Kivu, ce sont des plateaux. C'est le haut plateau, haut et moyen plateau. Et par rapport au Nord Kivu, où vous avez des plaines, vous avez la forêt. Donc, les différences ne sont pas vraiment très prononcées. Mais il faut ajouter une autre différence, c'est qu'au Sud Kivu, les combats se font à la frontière de la RDC avec le Burundi.
Donc, voilà les différences géographiques. Vous savez, la géographie, c'est la géostratégie. Alors, M. Nikez, comment expliquer qu'un groupe armé burundais est soutenu par l'armée rwandaise? En tout cas, vous avez dit, mais il faut que nos téléspectateurs puissent un peu comprendre. Alors là, il faut remonter à l'histoire de la région des Grands Lacs. Vous savez, dans l'histoire de la région des Grands Lacs, lorsque le pouvoir au Rwanda est entre les mains des Tutsis, au Burundi, le pouvoir est entre les mains des Hutus. Parce que les deux pays ont trois communautés. C'est ça la différence avec la RDC. Vous avez les Tutsis, les Hutus et les Twa ou les Pygmées. Alors, lorsque le vice-versa, aujourd'hui, à l'époque, Habyarimana était Hutu, était président du Rwanda. Au Burundi, il y avait un Tutsi. Aujourd'hui, Kagame est Tutsi et président du Rwanda. Au Burundi, il y a des Hutus. Alors, certains Tutsis qui n'ont pas accepté ces changements se sont repliés dans la RDC pour déstabiliser le Burundi, et le Rwanda ne peut que leur apporter son soutien. Donc voilà un peu ce qui explique cela, que depuis, parce qu'à l'époque, c'était les Imbonerakure qui est donc la milice du pouvoir qui les combattait. Et aujourd'hui, comme ils sont chez nous, ils sont dans le Sud Kivu, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, tout ça mon ami. Alors, dans cette équation à trois inconnus, naturellement, le Rwanda les appuie en armes, en munitions et en équipement. Et voilà comment c'est une poudrière, parce que par rapport au Nord Kivu, comme je l'ai dit, les conflits au Sud Kivu, notamment dans les hauts plateaux, hauts et moyens plateaux, Itombe, Minembwe, ces conflits-là concernent trois pays. Le Rwanda, la RDC et le Burundi. Les Grands Lacs. Pratiquement la CPG, les Grands Lacs. En tout cas, c'est grave. Alors là, on peut comprendre que le peuple rwandais et le peuple burundais, c'est un peuple, si je comprends très bien. Oui, c'est vraiment un peuple avec la même culture, à des différences près. Au Burundi, on parle le Kirundi. Au Rwanda, on parle le Kinyarwanda. Donc, il y a des petites différences, mais c'est pratiquement un même peuple. Et donc, si quelqu'un parle Kinyarwanda, un Murundi peut l'écouter facilement. Très très bien, il y a juste des différences, des petites différences, mais en réalité, c'est le même peuple, les mêmes cultures, la même langue ou les mêmes langues, ils se comprennent très bien. C'est comme cela d'ailleurs, tellement qu'ils se comprennent très bien, ils comprennent mieux le problème de la sous-région des Grands Lacs que les Congolais. Alors, on peut dire que pour mettre fin à cette guerre vraiment dans la région de Grands Lacs, le président burundais également doit intervenir. Ah, mais vous avez soulevé la CPGL. Lorsque Mobutu, Habyarimana et je pense Ndadaye, je ne sais pas, et quand ils ont conçu la CPGL, effectivement, c'était pour régler les problèmes de conflits dans la région des Grands Lacs. C'était permettre la libre circulation des personnes et des biens, mais surtout un certain modus vivendi, donc une sorte de vivre en paix parmi les communautés. C'était ça la région. Vous savez que le bâtiment de la CPGL se trouve à Goma, l'électricité à Bukavu qui dessert tous ces trois pays, et vous avez, je pense, un autre bâtiment au Rwanda. Donc c'était cela, pour essayer de garder les populations et pour le bien-être de la population, pour éviter des conflits. Ça, c'est un. Mais l'histoire nous raconte quoi? Qu'en 1994, on a tué, l'assassinat, c'était avant le génocide. Mais c'était deux présidents. Habyarimana et le président burundais. Donc vous comprenez que l'histoire de ces deux pays, ou de nos trois pays, est liée. Et donc les solutions pour le trouver, il faut les trois pays. Nous regrettons quelque chose. On a vu par exemple le pacte social de la CENCO et les CC, la conférence épiscopale du Congo et l'église du Christ au Congo. Nous avons vu les délégations qui ont fait le tour dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, ils ne sont jamais arrivés au Burundi. Quand la CENCO dit que ce sont les gouvernements des pays visés qui les prennent en charge, on se pose des questions. Pourquoi la CENCO n'a pas été au Burundi, alors que le Burundi, directement ou indirectement, est parti au conflit. Donc, pour trouver des solutions dans la région, il faut nécessairement que le Burundi
soit prise en compte. Et comme vous le savez aussi, le Burundi avait officiellement des militaires chez nous parce qu'il y a un contrat, il y a un accord bilatéral sur la défense. Donc le Burundi avait ces militaires, son contingent au Congo à partir d'un accord militaire. Donc il faut prendre en compte le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo pour trouver des solutions à la crise dans la région des Grands Lacs. Donc, la solution ne viendra pas du Qatar, comme aujourd'hui. D'ailleurs, je signale que le gouvernement congolais sera en face. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, sera en face du M23 directement. Et donc, comme le Burundi ne sera pas là, la solution ne viendra pas du Qatar. Alors, la RDC, c'est comme un éléphant. Tous les prédateurs sont sur lui. La convoitise, chacun veut prendre un morceau. Et vous savez, lorsque vous négociez, lorsque les médiateurs arrivent à vous mettre ensemble, il y a des bénéfices qu'ils tirent. Il peut gagner des marchés. Donc, c'est une compétition. Et dire que la solution ne viendra pas ou viendra de Qatar, ça, on ne peut pas rêver. On ne peut pas rêver, mais le Qatar a cet avantage d'avoir mis ensemble Tshisekedi et Kagame. Ça, c'est le grand avantage du Qatar. Mais comme nous l'avons déjà dit avec vous, vous avez la communauté internationale, notamment les Nations Unies, et l'Union européenne, et les Américains, qui ont une analyse correcte de ce qui se passe au Congo, dans la région, qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes. Mais vous avez des pays africains, y compris le Qatar, qui ne parlent pas du retrait des troupes rwandaises de la RDC. Donc, il y a des analyses, il y a des visions ou des visées dispersées, mais finalement, on ne sait pas la solution viendra de qui. On ne sait pas si la solution viendra des Congolais eux-mêmes, si la solution viendra de l'Union européenne, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou des États-Unis, ou du Qatar. Parce qu'il y a une autre donne, nous avons la MONUSCO sur le terrain. Donc la MONUSCO fait partie aussi du conflit parce qu'aujourd'hui, elle est cantonnée dans le gîte, elle ne sort pas, surtout pas avec les armes, parce que Goma et Bukavu sont contrôlés par l'AFCM 23 RDF. Voilà, et donc la bonne stratégie et meilleure serait de mettre sur une même table les présidents congolais, les présidents rwandais, les présidents burundais ensemble pour trouver la solution dans l'est de la RDC. Je pense que c'est la bonne stratégie. Pourquoi? Parce qu'à l'heure qu'il est, nous avons des réfugiés congolais au Burundi. Comment vous pouvez trouver une solution au problème congolais ou congolo-rwandais sans faire appel au Burundi? Parce que à un moment, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés doit aussi résoudre ce problème. Nous avons le problème des DDRS, c'est-à-dire démobilisation des armements des combattants. Nous avons des rebelles burundais chez nous, notamment les Red Tabara, qui doivent retourner chez eux. Donc, il faut nécessairement que le Burundi entre dans le jeu pour qu'il y ait une solution durable. Parce que lorsque nous étions CPGL, 3 pays, il y avait moins de problèmes, où les problèmes étaient plus étouffés que lorsque nous sommes devenus CIRGL. Parce que CIRGL a impliqué d'autres pays qui n'ont pas la même configuration culturelle que les 3 pays, notamment dans la partie Est. Voilà, merci beaucoup, M. Nikezo. Les alliances avec les Twirwaneho au Sud Kivu ont-elles un impact similaire bien évidemment, avec celle du M23 avec d'autres groupes armés? Ah mais oui, parce que lorsque vous êtes au Rwanda, Kigali, les politiques rwandais vous disent, si nous sommes au Congo, nous sommes là pour protéger 3 communautés ethniques. Les Tutsis, parce qu'ils font la différence. Ils appellent les Tutsis du Nord Kivu. Ils appellent les Banyamulenge les Tutsis du Sud Kivu. Et ils ajoutent les Hema. Bon, bien sûr, le ministre Guissaro a dit que ce n'est pas un problème des Rwandais. Le problème qui se passe au Congo n'a rien à voir avec les Rwandais, que les Banyamulenge n'ont jamais demandé au Rwanda de les protéger. Mais au moins, le discours officiel du Rwanda, c'est celui-là. Alors, comme je l'ai dit, les Banyamulenge sont à la frontière, à notre frontière avec le Burundi. Donc, il faut le résoudre. Il faut le résoudre d'une manière ou d'une autre, il faut le résoudre. Maintenant, la lecture, il faut une lecture plurielle. Parce qu'en réalité, les problèmes opposent les éleveurs aux agriculteurs.
C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est-à-dire le problème d'espace vital. Le problème d'espace vital qui est en même temps le problème de la démographie. Ah, okay. C'est une démographie galopante. Vous savez, lorsque vous donnez un logement à un éleveur, vous devez penser aussi à sa vache. Il faut donner, si vous donnez une chambre à coucher à un éleveur, vous devez aussi trouver une prairie où la vache va brouter. Donc, c'est un problème des éleveurs et des agriculteurs, mais un problème de l'espace vital, un problème de démographie. C'est ça le vrai problème qui se pose dans l'Est de la RDC, qui est devenu le ventre mou de la sous-région. La question qui se pose toujours par beaucoup de Congolais, certains disent que les Twirwaneho sont donc alliés au M23 et ils sont en train de préparer la route pour le M23. Qu'en pensez-vous, monsieur? L'ami de mon ami est mon ami. Je vous ai dit qu'ils sont financés, équipés, soutenus par le Rwanda. Avez-vous des preuves, monsieur Nikeza? Mais il faut lire les rapports des Nations Unies. C'est une longue histoire parce que lorsque vous savez que le président non, surtout, par exemple, quand nous prenons le Red Tabac, le président c'était un journaliste qui est maintenant exilé en Belgique, je pense. Et toute la radio, comment on appelait ça, la radio africaine ou quoi, le nom m'échappe. Tous ces journalistes étaient exilés à Kigali. Bon, maintenant, ils sont éparpillés. Alors, vous prenez ces gens-là, soutenus par le Rwanda, même le Burundi les dénonce régulièrement. Vous savez, il arrive que le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda à cause effectivement des incursions. Alors, vous avez les rapports des Nations Unies, les disent clairement, pas un seul rapport, du soutien du Rwanda à ces groupes armés-là, c'est documenté. Donc, il faut arriver, si on veut la paix, il faut arriver effectivement à mettre fin à tous ces soutiens. Lorsque vous lisez tous les accords EAC, SADC et autres, il est dit clairement qu'aucun pays membre de l'EAC ne peut soutenir une rébellion contre un autre pays de l'association ou de la communauté. Il est aussi dit qu'aucun groupe rebelle ne peut partir d'un pays voisin pour attaquer un pays membre de l'EAC. C'est écrit noir sur blanc. Mais les intérêts sont tels que personne ne respecte ce qu'ils ont eux-mêmes signé. Donc le problème, il est entier. Le problème, il est global et il faut le traiter suivant cette globalité, une analyse globale et globalisante pour arriver à trouver une paix durable dans la sous-région. Donc, selon vous, les Twirwaneho sont donc partenaires au M23? Mais oui, ils sont parce que lorsque les M23 arrivent dans cette région, naturellement, ils cherchent des partenaires. Si eux ne cherchent pas de partenaires, leur patron leur dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, traitez avec tel groupe. C'est comme ça, vous savez, dans une guerre, les alliances se font et se défont. Il y a des alliances aussi contre nature. Parce que vous vous poserez la question, qu'est-ce que Corneille Nangaa a à voir avec les Twirwaneho? Mais si le parrain dit, vous devez désormais traiter avec ça, c'est ça les alliances contre nature. Donc malgré vous, vous y allez. Mais le problème, il est entier, il est global, comme je l'ai dit, il est globalisant. Voilà, merci beaucoup, monsieur Nikezo. Quels sont les enjeux pour la sécurité régionale à long terme, surtout en comparant la situation actuelle au Sud Kivu et celle du Nord Kivu, monsieur Nikezo? D'abord, les enjeux, comme je l'ai dit, ce sont presque des situations similaires, vous l'avez même vous-même dit. Ce sont des situations similaires, parce que les conséquences sont les mêmes. Les conséquences, c'est d'abord les vies humaines. Les gens qui meurent, ce sont les déplacés, et ça fait 30 ans. Et après ça, ça vient des pillages. Les pillages au Sud Kivu, il y a l'or. Au Nord Kivu, il y a le coltan. Donc, tout ça, ça fait que les convoitises puissent amener à l'instabilité. Alors, la solution ou les solutions, c'est quoi? Pour arriver à la stabilité, il y a d'abord la bonne foi. La bonne foi ne suffit pas seule. Il y a aussi le respect des engagements pris, avec une certaine sincérité. Là aussi, ça ne suffit pas. Mais finalement, il faut des gendarmes internationaux, c'est-à-dire la communauté internationale, notamment l'Union africaine, qui, à l'heure qu'il est très faible. Et à part l'Union africaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit veiller, au respect strict des limites, c'est-à-dire de l'intégrité territoriale de chaque pays. 2, au respect de la souveraineté. Et 3, surtout,
sanctionner ceux qui ne respectent pas. Et à ce moment-là, parce qu'on dit la peur du gendarme, c'est déjà le commencement de la sagesse. En voyant des sanctions, les gens vont comprendre que je ne peux pas oser parce que. Et puis après, on va régler les problèmes à l'interne. Donc, il faut d'abord régler les problèmes à l'externe, parce qu'à l'externe, c'est des envahissements, c'est des agressions. Maintenant, et puis, il faut la démocratie. Bon, regardez, lorsque vous voyez, nous prenons la RDC, nous avons eu une alternance civilisée, passation de pouvoir civilisée. Vous prenez le Rwanda, ça fait combien de temps que le président Kagame est au pouvoir? Certains analystes disent que c'est depuis 1994, bien qu'il y ait Pasteur Bizimungu. Donc si nous prenons 2000, jusqu'en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait 25 ans. Et vous savez qu'il a droit à se représenter jusqu'en 2037. Bon, nous prenons Museveni. C'est depuis 1986 qu'il est au pouvoir, sans interruption. Vous comprenez? Bon, au Burundi, il y a des changements, mais le changement de pouvoir dans le sang, la démocratie du sang. C'est pourquoi il faut une vraie démocratie pour que les mœurs soient pratiquement, comment dirais, soient curées, si vous voulez les termes, c'est-à-dire soient saines et que la compétition démocratique plutôt, se fasse librement et en toute transparence. Alors, M. Nikez, à chaque fois que les éléments de Wazalendo se battent contre les Twirwaneho, ils disent que ces derniers ne sont pas des Congolais. Qu'en pensez-vous? Ah, mais ça, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Le problème des Banyamulenge, tout le monde en parle. Certains disent que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. D'ailleurs, pour certains, quand je prends deux cas. James Kabarebe a déclaré, James Kabarebe, c'est le ministre de la Défense, à l'époque le ministre de la Défense, aujourd'hui le ministre de l'intégration régionale, je pense, du Rwanda, avait déclaré en 2006 que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, que ce sont des Rwandais complexés. Ça, c'est sa déclaration. En 2024, l'ancien évêque d'Uvira, Monseigneur Gapangwa, qui vit maintenant au Rwanda, a déclaré, il a dit, moi je n'ai jamais été Congolais, moi je suis Rwandais, les Banyamulenge sont des Rwandais. Donc vous voyez, là il jette l'huile au feu. Et les Banyamulenge vous disent, nous sommes des Congolais. J'ai cité le ministre Alexis Gisaro. Il dit, nous sommes des Congolais. D'ailleurs, en donnant même son cas, où son père a été 2 ou 3 fois député national. Donc, maintenant, est-ce que les Banyamulenge sont des Congolais? Est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais? C'est comme ça que j'ai dit que c'est pratiquement l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est venu avant entre l'œuf et la poule? Si vous commencez cette discussion, vous pouvez faire 2 ans, 3 ans, vous ne trouverez pas de solution. Ce qui est plus important, c'est que si nous sommes des Congolais, nous devons nous comporter en Congolais et nous devons défendre l'unité nationale et l'intégrité de notre pays. Donc, ce débat-là, c'est un faux débat. Le vrai problème, est-ce que nous sommes capables, nous tous là, plus de 400 ethnies, nous sommes capables de parler le même langage sur l'intégrité du territoire national et sur la souveraineté de notre pays. Voilà le vrai problème. Merci beaucoup, M. Nikez. Et c'est avec ces problèmes que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Peut-être si vous avez un autre mot à ajouter pour la conclusion. Merci beaucoup. Tout ce que nous pouvons dire, le peuple de la sous-région et principalement de la RDC, le peuple a beaucoup souffert. Beaucoup souffert et il est temps que les hommes politiques qui sont là pour le bien de la population puissent mettre de l'eau dans leur vin dans la sous-région afin que la paix revienne. Merci Nikez, merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie. Madame, messieurs, merci de nous avoir regardé du début à la fin de cette émission. Si vous l'avez fait, merci beaucoup. Commentez nos publications, likez et aussi partagez pour un grand public. Et cela vraiment sera très important pour toute la communauté congolaise à travers le monde. Au revoir.